Salut à tous, donc dans le 7L Sport de ce lundi 18 octobre, du basket féminin, le premier marathon de Montpellier, du volleyball, du foot et bien sûr du handball. Car le Montpellier disputait ce week-end son 4e match de Ligue des Champions. Un déplacement en Slovaquie, donc à Prešov, dans le club de l'ex-montpelliérain Jan Sobol. L'équipe a canaillé qui se déplaçait notamment sans son maître à jouer et capitaine Nikola Karabatic. Prešov et ses 90 000 habitants. C'est ici, dans la 3e plus grande ville de Slovaquie, que le Montpellier Handball doit réapprendre à vivre sans Karabatic. L'homme fort du MHB, blessé à Veszprém la semaine dernière, rate les 3 prochains rendez-vous de la Ligue des Champions, dont ce déplacement chez les Slovaques. Avec 2 défaites en 3 matchs, Montpellier doit impérativement s'imposer avec les armes qui lui restent. Au forfait de Nikola Karabatic s'ajoutent ceux de Kavtichnik et de Mam. Le Tunisien Ahmed est enfin dans le groupe mais manque de repères, tout comme Obradovic, un autre gaucher. Sur la base arrière, il n'y a donc plus que 2 joueurs sur qui compter, Akambré et Bojinovic. Alors qui pour faire le 3e? L'ailier Michael Guigou, l'homme à tout faire du MHB. C'est un rôle qui me plaît parce que j'aime pas forcément être seulement cantonné sur le poste d'ailier gauche à attendre des balles, donc j'aime bien participer à l'élaboration du jeu et donc voilà, quand il y a ces possibilités qui me sont offertes, j'essaie de faire mon maximum et je prends énormément de plaisir à être sur la base arrière aussi, à être sur le poste d'ailier, mais c'est vrai que là en ce moment avec les blessés que l'on a, je suis amené à plus jouer sur la base arrière. Les absences sont aussi des conséquences en dehors du terrain. Pour l'occasion, de nouveaux couples se font. Michael Guigou partage la chambre avec Luka Karabatic. Moi normalement je suis avec Vitko et les frères sont ensemble d'habitude et bon voilà. Ça change beaucoup ces derniers temps, comme il y a beaucoup de blessés. Kavtichnik est revenu une fois, il m'a rejoint sur Toulouse, il est reparti ensuite. Donc bon, écoute, de toute façon déjà en prépa ça tourne et puis moi je crois que c'est la première fois qu'on est ensemble en tout cas en chambre. Ah, je crois. Première, donc je dors par terre. C'est clair. C'est comme ça. Quand je passe capitaine, c'est souvent un peu plus difficile. Quand il y a Nico capitaine, il y a plus de relais avec moi, avec Bojinovic, Kavtichnik. Et c'est vrai que moi là, même en fin d'année dernière, les 2 étaient aussi absents quand il y a eu la période de Moscou et tout ça. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un peu plus seul. Seul le gardien Stockel préfère le rester à 2 minutes d'entrée en jeu. C'est un match un peu particulier pour lui. Le Slovaque va évoluer devant sa famille. Pas de surprise en ce début de rencontre. À défaut d'être performant sur attaque placée, Prešov joue très vite les contre-attaques. Et le bourreau de Montpellier est le partenaire d'hier. Jan Sobol, le Tchèque, va réaliser un match époustouflant. 12 buts à son compteur. Mais Montpellier, avec Guigou permutant sur 3 postes, Bojinovic prenant ses responsabilités et William Akambré remarquable dans son rôle d'artilleur. Le MHB maîtrise son sujet. Ces 3-là marquent 85% des buts. William Akambré, 13 buts sur 16 tentatives. C'est mon rôle de toute manière. Il y a la blessure de Nico, que ça fait un joueur de percussion de moins. Donc je pense que je dois être l'atout numéro 1 pour aller au duel. Donc ce soir, c'est ce que j'ai fait. À peu près tout ce que je faisais réussissait, donc je continue à y aller, quoi. Mais le duo arbitral est bien sévère. Montpellier joue régulièrement en infériorité numérique et à chaque fois Prešov en profite pour revenir au score. Guigou et ses partenaires devront donc se battre jusqu'au bout. Face à la défense avancée des Slovaques, l'arrière droit d'un jour a su trouver des solutions en 1 contre 1. Tu vois, je t'avais prévenu que j'allais peut-être jouer arrière droit. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faisait une demi-strict de mon côté, donc du coup, ça laissait de la place de l'autre. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident, hein. On l'a dit, il nous manque du monde. Le match a été difficile, accroché, pas rendu facile par les arbitres. Donc c'était très compliqué, mais je suis très fier des joueurs et de toute l'équipe. On a vraiment fait le match qu'il fallait pour emporter la victoire. Michael Robin, rentré à la place de Stockel, préserve l'essentiel. Une victoire de 2 buts qui permet à Montpellier de rester dans la course à la première place du groupe. Quant à Michael Guigou, en bon vice-capitaine, il a su montrer la voie à suivre à son équipe. En l'absence de Karabatic,
Il en a même profité pour voler la vedette. Gros match de Michael Guigou. On regarde les autres résultats de cette poule B. Donc Montpellier l'a emporté à Prešov, 33-31. Veszprém qui l'emporte à domicile contre Kolding, 31-28. Hambourg, 33-24 pour Sävehof. Les Suédois. Montpellier remonte à la 3e place avec 4 points à égalité avec Hambourg. Prochain rendez-vous en Ligue des Champions le 20 novembre chez les Danois de Kolding. Mercredi et samedi, double confrontation en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Toulouse. Là aussi face à un ex-Montpellierin que vous connaissez tous, le gardien Daouda Karaboué. Le MHSC aussi avait un match très important et à la Mosson, Montpellier l'a emporté finalement 2-0 face à Sochaux. 2 buts en première mi-temps, inscrit tout d'abord par Mapou Giangamiwa après une déviation de Spajic. Et puis ce but superbement construit entre Pito qui donne la balle à Jeune-Champ qui va centrer, déviation à une touche de balle de Giroud. Et Belanda est à la reprise à la conclusion, 2-0 pour Montpellier. Les résultats des autres équipes de Ligue 1. Alors, bonne nouvelle pour Arles-Avignon qui empoche son premier point de la saison grâce à son match nul à Brest. Marseille, Bordeaux et Lyon redorent leur blason. Du coup, au classement, on va le voir, Marseille et Bordeaux se rapprochent des 3 premières places occupées par Rennes, Saint-Étienne et le PSG. Montpellier est 9e, mais compte le même nombre de points que Lille, 6e. Voilà, on va parler maintenant de basket. Thierry, on envoie le jingle. Et bien sur ce plateau, Valérie Demoury, l'entraîneur du Bellama, n'est pas encore arrivé, mais il y a Gaël Scrella. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, ça pourrait aller mieux si on avait gagné hier, mais... Ouais, vous vous êtes incliné donc 66-49 face à Nantes, Rezé, lors de ce fameux Open de la Ligue qui ouvre les débats de cette saison. Oui, c'est vrai que c'était une rencontre à laquelle on a attaché pas mal d'importance parce que Nantes sera une grosse équipe cette année. Donc comme c'était un match à l'extérieur pour nous, considéré comme un match à Nantes, on avait mis beaucoup d'espoir dans ce match. Hélas, voilà, on n'a pas joué tout simplement. On ne peut pas dire qu'on a été ni bonne ni mauvaise, on n'a pas joué. Donc, voilà. Et j'ai vu un petit peu les stats, 30% seulement de réussite, c'est d'adresse. Voilà, l'adresse, à 30%, on ne peut pas espérer gagner beaucoup de matchs, surtout que l'autre équipe est à 50%. Donc voilà, un non-match de notre part. Bon, on rejoue mercredi, donc c'est vrai qu'on a déjà la tête au prochain match. On a essayé d'oublier assez vite, mais voilà, mercredi, il faut s'imposer pour bien lancer la saison cette fois-ci. Bon, mercredi, premier match à domicile face à Toulouse. J'aimerais revenir sur ce match, cette défaite donc à Paris-Bercy. Qu'est-ce que vous avez dit dans les vestiaires finalement, après cette déception, parce que vous étiez bien, vous avez fait un bon début de saison, voilà, je pense. Vous avez fait 7 matchs, une seule défaite. En fait, c'était une grosse déception. Finalement, on ne s'est pas dit grand-chose parce qu'on était très étonnés de notre performance. On s'est dit que ce n'était pas notre visage, que tout ce qu'on avait travaillé jusque-là n'avait pas pu disparaître en une seule après-midi. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait se remettre au travail, s'attacher au match de Toulouse, qu'il faut remporter. Et si on pouvait y mettre la manière, ça serait bien. Alors Gaël, vous avez couru après le score quand même. Ah oui, Est-ce que c'est pas justement le fait de courir après le score, on a tendance à forcer ses shoots ? Je pense qu'on a commencé un petit peu le match à l'envers, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui défendons tout terrain, qui mettons beaucoup de pression, qui récupérons des ballons et qui marquons des paniers faciles pour rentrer dans le match. Et là, c'est vrai que dimanche, on n'a pas fait ça. On a joué à leur rythme. C'est une équipe massive qui joue doucement. On a essayé elles nous ont imposé leur propre rythme et à ce jeu-là, on s'en est pas sorti. Notamment la meneuse Aubert qui vous a fait pas mal de mal. Et elle revenait de blessure en plus, ça faisait 11 mois qu'elle n'avait pas joué et c'est vrai que elle a fait un très gros match, elle a su faire marquer ses joueuses intérieures, ses joueuses importantes. Donc, voilà. Alors tandis que Valérie Demoury, l'entraîneur du BLMA, arrive. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, voilà, on parlait avec Gaël de ce premier match, on va dire ce faux départ, comme le disait titré un confrère. Pierre Duperron. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un faux départ ? On va voir la vérité mercredi. Parce qu'on n'a vraiment pas joué sur notre valeur, sur tout ce que j'avais vu depuis le début de la préparation. On est passé à côté de notre sujet. On n'a pas su monter le rythme. On
On n'a pas du tout répété ce qu'on avait dit qu'on ferait. On est passé tout simplement à côté. En plus, on a eu un arbitrage pas laxiste, mais comme Nantes, c'était une équipe qui jouait dur physiquement, le fait que ça ne siffle pas beaucoup, ça ne nous a pas avantagé. Mais c'est pas de la faute de l'arbitre si on a perdu. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on n'a jamais su changer de rythme, comme on l'a su le faire dans toute la préparation, où il y a des moments où on travaillait avec le ballon, il y a des moments où on accélérait. Là, on n'a pas réussi. On est passé à côté de notre match. Est-ce que le fait d'être mené rapidement et de courir après le score vous a pas handicapé justement pour poser votre jeu avec sérénité ? Je pense que ça surtout nous a handicapé mentalement, parce que peut-être que les filles après se sont peut-être mis à réfléchir et à moins jouer spontanément. Sur ce point-là, sûrement. Après, vous savez, on a déjà remonté des écarts et gagné les matchs. Donc voilà, ça a failli, troisième quart-temps, notamment avec des points de Gaël. Oui, tout à fait. Mais à -6. Mais moi, du banc, j'ai jamais vraiment senti qu'on pouvait malgré tout renverser, quoi. Ça giclait pas. Il y avait cette petite giclette qu'on a eue tout le temps le long de la préparation, qu'on n'a pas eu dimanche. Et puis, pour jouer contre une équipe physique et lourde, il faut à tout prix qu'on les prenne de vitesse. Et on n'a jamais su le faire. Alors en face, il y avait des clientes. On parlait d'Aubert, il y a Ngoïsa aussi. Malheureusement, qui s'est blessé en fin de match. Ouais. Donc, je pense qu'elle va être out toute la saison. Oui, il y a eu des clientes, mais la petite Aubert, on sait qu'elle revient de blessure. On ne l'a pas pressée suffisamment pour lui faire des erreurs, parce que physiquement, elle était quand même relativement lente. Voilà, encore une fois, on n'a pas joué juste, quoi. Voilà. Trop observateur. Trop gentil, je vais dire. D'accord. Bon, alors, on va dire que vous allez vous rattraper face à Toulouse, dans votre salle, dès mercredi. Ouais. Alors, une équipe du BLMA qui a pas mal changé à l'intersaison. Oui. Expliquez-nous. Juste c'est par rapport à la déception de l'an dernier, il fallait non, simplement sur un nouveau cycle, on a mis la barre très haute. Donc, comme on a la barre très haute pour être dans les 3 premiers, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de refaire l'Euroleague l'année prochaine. Donc, il faut finir dans les 3 premiers. Bon, on sait que c'est un challenge difficile, mais on avait des joueuses qui étaient un peu justes, des joueuses qui étaient un petit peu trop jeunes pour ce niveau d'ambition-là. Donc on a essayé de prendre des joueuses confirmées, mais à partir de là, on a fait peur aussi à certaines, parce qu'il y en a qui ont cru qu'elles n'allaient pas jouer, donc elles sont parties. Donc on a dû renouveler l'effectif un peu plus que prévu. Alors les recrues, Valérie, on va voir, on a quelques fiches, notamment on a Anna Lelas, la Croate. Donc alors elle, vous l'avez recrutée dans quel club Elle vient de Bourges. L'année dernière, elle jouait à Bourges, ça fait 2 saisons. C'est surtout une scoreuse, un petit peu ce qui nous manquait de temps en temps l'année dernière. Bon, le seul souci d'Anna, c'est que dimanche, elle a rejoué comme à Bourges en réfléchissant. Alors que toute la préparation, elle a pris les shoots automatiquement. C'est comme un buteur, un shooter. Il ne faut pas qu'il réfléchisse. Le temps qu'il réfléchisse, il est trop tard. D'accord. Donc voilà, les vieux démons sont revenus. Donc nous, on va essayer de la remettre dans le droit chemin pour qu'elle nous apporte justement les tirs à 3 points qu'elle sait mettre. Alors il y a Anna Lelas, il y a Iva Perovanovic aussi, Iva, Monténégro. C'est une joueuse intérieure qui normalement a d'excellentes mains, c'est-à-dire qui rate pas beaucoup de shoots. Et puis là, dimanche, elle nous a sorti un 4 sur 10. C'est la première fois qu'elle fait des stats aussi faibles cette année. Et c'est tombé dimanche. Et enfin, puisqu'il y en a 4, il y a Alicia Poto aussi, l'Australienne. Alicia vient d'arriver il y a 10 jours à peu près. Est-ce qu'elle a fait des championnats du monde? Non, elle n'a pas fait les championnats du monde. Finalement, elle n'a pas été retenue. Elle a été coupée au dernier moment. Ah ouais. Il en fallait 12, elle était la 13e. Et puis, Alicia est arrivée. Alicia, au début, a fait jouer l'équipe, mais moi, ce que je lui demande, c'est de faire jouer l'équipe et de scorer un petit peu aussi. Donc, elle est en train de mettre tout ça en place. Bon, ça met un petit peu de temps. Et puis enfin, une Américaine qui est arrivée tout juste ce week-end. Alors, c'est pas facile pour elle, j'imagine, de rentrer. À l'arrivée, ça fait plus longtemps que ça. À l'arrivée depuis le 17 septembre. Ah bon, d'accord, ok. Oui, donc, elle a fait toute la préparation avec nous. D'accord. Bon, elle était un petit peu surprise parce que, en préparation, grâce à son agressivité, elle a provoqué beaucoup de fautes. Et puis là, dimanche, ça n'a pas sifflé. Donc elle était un petit peu surprise, et comme elle a 22 ans, ça l'a vraiment gênée dans son jeu. Mais bon, je pense que dès mercredi, on va remettre les choses à plat. Oui, c'est ça, Gaël. Mercredi, là, vous vous êtes dit à la fin du match, c'est pas grave, on est passé à côté, on se concentre sur mercredi. Voilà, de toute façon, une fois que le match est terminé, on peut refaire le discours, refaire le match, c'est trop tard. Donc maintenant, celui-là, on l'a laissé passer, il faudra peut-être aller en chercher un ailleurs. Mais voilà, pour bien entamer la saison, il faut que dès mercredi,
on joue bien et on l'emporte facilement. Ça serait bien contre Toulouse. Restez avec nous, on va faire une petite pause publicitaire, et on en reparle derrière. D'accord ? À tout de suite, après la pub. Le riz Canavert, c'est toutes les saveurs de la Camargue dans votre assiette. Riz long grain incollable, riz long blanc, riz naturel parfumé, riz complet rouge. Riz Canavert, distribué dans tous les points de vente près de chez vous. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. La cigarette. Pour faire comme les copines. Pour passer le temps. Dans les embouteillages du matin et ceux du soir. En attendant celui qu'on aime. En parlant de l'avenir. Après avoir appris qu'il sera plus difficile d'avoir un enfant. Infertilité, cancer, vieillissement prématuré. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 3989. Ambiance. Alors Fifi, vas-y. See you later, alligator. After work, crocodile. Don't you know you're mine now? Yeah. Mon invité de Télescopie, très très malade, comme vous avez pu le constater, eh bien c'est Philippe Windling, l'homme de Radio Alligator, l'homme du Rockstore, l'homme qui, le retour. Si tu vois l'alligator. Si on voit l'alligator, à bientôt. À bientôt. Hein. Non mais alors, à mardi. Et on se retrouve encore avec le BLMA. Valérie Demory, l'objectif de cette saison, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est accrocher cette Euroleague, les 3 premières places. Voilà, l'objectif c'est ça, parce que bon, il y a 2 ans on l'a joué, l'Euroleague, ça nous a mis l'eau à la bouche, maintenant on a envie d'y revenir avec une équipe compétitive. Donc pour y revenir avec une équipe compétitive, il faut déjà être compétitif cette année, donc l'objectif c'est d'être dans les 3 premiers. Qu'est-ce qu'il faut comme type de joueuse, on va dire pour bien figurer dans cette compétition phare européenne? Il faut des joueuses de très haut niveau, hein, parce que entre l'Eurocoupe et l'Euroleague, il y a un fossé. Si on veut vraiment jouer pour aller au moins au 8e de finale, il faut un gros effectif. En plus, à mon avis, il faut 10 joueuses, parce qu'on joue tous les 3 jours, là, plus les déplacements, ça pardonne pas. Alors la saison dernière, vous manquiez un peu de présence sous les paniers. Ouais. Présence physique, on va dire. C'est pas trop de la présence physique, c'était surtout de l'adresse un peu sous les paniers qui nous manquait l'année dernière. Là, avec Perovanovic, je pense qu'on a bien réduit ce qui nous manquait. Maintenant, dimanche, ça n'a pas été ça. C'est bizarre, parce que c'est des gens qui sont très adroits normalement. Donc, ça n'a pas fait 30%, on en parlait avec Gaël, 30% d'efficacité. C'est difficile de gagner un match à 30% au tir, c'est clair. Gaël, comment ça se passe quand vous intégrez comme ça de nouvelles joueuses?
Cette année, ça s'est très bien passé puisque les filles qui sont arrivées avec vraiment un bon état d'esprit, l'envie de bien faire de suite ensemble. Et puis c'est vrai que durant la préparation, les matchs amicaux, il y avait vraiment quelque chose qui s'était créé entre nous, c'est-à-dire qu'on aimait se donner le ballon, on était contente quand notre copine marquait et tout ça. Donc je pense que voilà, l'intégration de toutes les filles s'est bien faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à le retranscrire lors des matchs pour que tout le monde le voit et surtout que nous, on prenne du plaisir à jouer en marquant des points et en remportant des victoires. Alors c'est des filles qui ont quand même une expérience certaine. Hein. Il y en a une qui a joué en Liga espagnole. Il y a quand même. Oui, elles ont une expérience, mais tout le monde a apporté ce qu'il avait, son bagage avec lui. Et puis je pense que quand on arrivera à bien jouer ensemble, ça fera quelque chose de sympa. D'accord. Et avec toujours Sandra. Oui, Sandra. Elle est toujours là, Sandra Dijon-Gérardin. J'ai vu qu'elle avait fait une super préparation. Oui, la préparation s'est bien passée. Après, comme tout le monde, le match d'hier un peu plus difficile, mais voilà, je pense que c'est une joueuse importante pour nous. Elle a un physique assez atypique dans la Ligue féminine, donc le jour où elle est sous le cercle et qu'elle met quelques paniers, c'est vrai qu'elle fait du ménage et ça nous aide bien. Dernière question, Valérie. Toulouse, il va falloir jouer comment ? Commencer les jouer, c'est-à-dire en montant la défense, en courant et puis en jouant bien au basket, parce qu'on est une équipe qui fait beaucoup de passes décisives. Donc on est une équipe très mobile, qui se passe bien la balle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ne plus se poser de questions et shooter. Ouais, moi j'ai pas perdu la confiance que j'avais dans la préparation. Je vais dire que c'est un accident de parcours. Même si, faut pas se leurrer, on a perdu à Nantes, parce que c'était le match chez eux. Nantes qui joue les 3 premières places, comme nous, c'est pas une catastrophe. On n'a pas perdu contre le dernier. Donc il faut relativiser. Maintenant, il faut se mettre en route. Voilà, c'est tout. Tout simplement, le championnat, il est parti là. Ok, merci à tous les deux d'être venus et puis bonne chance. Donc c'est mercredi à 20h à Latte. Merci. Maintenant, on va regarder un côté vestiaire. Alors, pour une fois, on a un côté vestiaire concernant un invité qui sera juste derrière, qui va réagir. Ce côté vestiaire, donc, c'est Arnaud Josserand qui nous a ouvert les portes du Montpellier Volley. Regardez. Bonjour, bienvenue côté vestiaire. Dans les vestiaires, cette fois-ci du Montpellier Volley. Alors, je suis avec Arnaud Josserand. Arnaud Josserand, l'entraîneur du Montpellier Volley. D'habitude, on fait les joueurs, mais là, l'entraîneur aussi a sa place dans les vestiaires. Elle est où ta place ? Elle est là, voilà. On n'a pas énormément de casiers dans les vestiaires, donc ma place est là. Alors, l'année dernière, j'avais ce casier-là, mais je pense que je vais être obligé de le donner à un joueur parce que on n'a pas assez de casiers pour tous les joueurs, les pros et les aspirants réunis. Alors, est-ce que tu as des petits trucs avant les rencontres ? Est-ce que tu es superstitieux ? Est-ce qu'Arnaud Josserand est superstitieux ? Superstitieux, pas vraiment, non. Quand j'étais joueur, j'avais mes petites manies. Je sais que quand je faisais mon sac pour partir en déplacement, je disais, survêt, chaussures, slip, short, maillot, survêtement, genouillère. J'avais mon petit décompte dans la tête et voilà, je faisais mon petit sac et après on partait en déplacement. Maintenant qu'on est coach, je pense qu'on s'attache un peu plus à du concret. Les joueurs, comment ils sont prêts, comment ils sont préparés. En fait, la préparation, elle est plus sur soi, mais elle est sur les autres. Donc du coup, ça devient très très différent, quoi. Donc tu veux dire que tu es plus attentif aux autres joueurs, alors que tu l'étais pas en tant que joueur, c'est ça ? C'est pas qu'on n'est pas attentif aux autres joueurs, mais on essaye d'être un petit peu dans sa bulle. Alors c'est un sport co, donc du coup on est obligé et puis on aime ça en plus. À la base, si on signe pour ça, c'est qu'on aime ça aussi. Mais c'est un petit peu différent. Ça veut dire que là, je dois avoir une vue globale sur tout ce qui se passe. Alors que quand j'étais joueur, on sait très bien que si on est en forme, on est aussi centré sur notre prestation individuelle pour aider à l'équipe. Donc, mais le regard est un petit peu différent, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un regard un peu plus global. Et puis, je m'attache à ce que les mecs soient sérieux. Ça, c'est important. On vient pas à un match comme on vient préparer un entraînement de début de saison ou un truc un peu folklore. Je sais que quand ça rigole trop dans les vestiaires, ça me fait un petit peu péter les plombs, quoi. Alors,
qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu es plutôt énervé avant un match comme ça? Je pense que ça dépend des fois. C'est assez variable de la période de la saison, de qui on va jouer, comment on va les jouer, et qu'est-ce qu'on a prévu, est-ce que j'ai mon collectif au complet, est-ce qu'il me manque des joueurs, etc. C'est assez variable. En général, j'essaye d'être assez calme, assez précis, et puis de bien préparer mon truc et mon avant-match de telle manière que tout se passe bien et qu'on arrive à appliquer le plan de jeu. Mais par contre, aux 10 minutes, quand on rentre dans les vestiaires, si ça s'est pas passé comme je veux, si ça déconne, si les mecs, si on mène 2-0 et que ça commence à fanfaronner, j'ai plutôt tendance à monter un peu vite dans les tours, quoi. Mais bon, j'essaye d'être quand même relativement calme, même si mon caractère est plutôt d'être impulsif, je pense. Alors il y a le vestiaire des matchs, il y a le vestiaire des entraînements. J'ai vu qu'il y a une note là-bas pour les gens qui arrivent en retard, c'est ça? Il y a une note. Ça, je vais te montrer, voilà. On vient de l'afficher. C'est le nouveau règlement des amendes. Donc cette année, ça a un peu changé. Donc c'est 5 € pour un retard jusqu'à 5 minutes. Et après, c'est 1 € la minute supplémentaire. Alors après, il y a des amendes pour les tenues, il y a des amendes pour les montages et démontages du plateau, les téléphones pendant les briefings d'avant-match, etc., etc. Donc ça, c'est un petit canevas assez précis que tous les joueurs doivent respecter pour ne pas que ça dégénère et que tous les joueurs, on voit les joueurs utiliser leur iPhone avant les matchs, etc. Donc j'avoue que ça me stresse un peu. Donc on essaye de mettre ça en place. Et le trésorier a changé cette année, c'est Philippe Schneider. Le central. C'est ça. Le central de Montpellier. Arnaud, ton meilleur souvenir dans les vestiaires, si tu veux, on va s'asseoir et tu vas me raconter ton meilleur souvenir. Alors qu'il y a Loïc Lemarec qui vient d'arriver. Vas-y, ton meilleur souvenir, assieds-toi quelque part, je te suis. Ça tombe bien parce que je pense que un de mes meilleurs souvenirs de vestiaire, c'est quand même le titre de champion de France avec Cannes. Alors ça dépend parce que j'ai des meilleurs souvenirs en tant que joueur et des meilleurs souvenirs en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, ton meilleur souvenir? En tant qu'entraîneur, pour l'instant, il y a le titre de champion avec Cannes quand j'étais entraîneur adjoint avec Laurentini. C'était en quelle année ça? 2004? C'était en 2005. 2005. Et où là c'était vraiment exceptionnel parce qu'on avait fait les finales contre 7 qui avaient été gigantissimes. Et il y avait Loïc d'ailleurs, Loïc était passeur à Cannes à cette époque-là. Et puis il y a la qualification pour les demi-finales des playoffs. Il y a 2 ans, quand on s'est qualifié sur le dernier match, on a fini 8e de la saison. Et on tombe contre Poitiers et on les élimine en 2 matchs, une victoire chez nous, une victoire chez eux. Donc ça c'était des moments forts, quoi. Donc alors, ton meilleur souvenir et ton plus mauvais souvenir de vestiaire, c'est quoi? On les oublie plus vite, ceux-là. Plus mauvais souvenir de vestiaire, je pense que la claque qu'on a pris l'année dernière, 3-0 à 7. Je m'en souviens, vous êtes resté au moins 3 quarts d'heure dans les vestiaires. Hein. Je crois pas pu t'interviewer d'ailleurs. Celle-là, on va dire qu'elle piquait un petit peu. Celle-là, non, elle a fait mal parce que pour pas mal de raisons, parce qu'on faisait une saison un peu en demi-teinte et puis que 7 était en train de s'envoler un petit peu. Donc voilà. Et puis on n'avait pas joué. Donc moi, je peux concevoir de perdre. Mais je peux pas concevoir de perdre sans jouer. Donc celle-là, elle m'avait un peu déçu. Et puis si j'ai la plus mauvaise, si j'en ai une autre qui est vraiment, alors celle-là, je l'avais presque oubliée parce que c'est la finale de la Coupe de France il y a 2 ans où on mène 2-0 il y a 3 ans où on mène 2-0 contre Beauvais et on perd 3-2. On mène 19-16 au 3e set et on perd 3-2. Alors là, c'est vrai que et à ce moment-là, on était 4e du championnat et après derrière, l'équipe a tellement perdu pied moralement qu'on s'est un petit peu écroulé. On a fini 6e. Mais bon, c'est ce qui fait rebondir aussi. Arnaud, est-ce qu'il se passe des choses dans les regards? C'est important, j'imagine, avant un match, c'est ça? Des fois, parce que ton discours d'avant-match, des fois tu le fais, des fois tu le fais pas, comment ça se passe?
Ouais, c'est vrai que c'est un peu, ça dépend de l'importance du match et puis de la manière dont joue l'équipe adverse aussi. Donc ça, il y a des matchs et puis dans quelle phase on est. Si on est sur une phase euphorique, si on est sur une phase où on a besoin de retravailler certains éléments du jeu, etc. Il y a les moments où je parle, il y a des moments effectivement je parle pas. Mais en général, j'essaye toujours. De toute manière, on a toujours un plan de jeu et on essaye de le respecter, mais il faut être relativement concis, précis et direct. Et c'est vrai que quand on annonce ces consignes-là ou qu'on les réannonce juste avant le début du match, on voit relativement bien si les joueurs sont concentrés, s'ils sont prêts à rentrer dans le match, s'ils sont déjà agressifs, s'ils ont la tête ailleurs, s'ils regardent leurs chaussettes, voilà. On sait à peu près dans quel état d'esprit. Puis des fois, on croit qu'on sait, puis on se trompe. Et puis en volleyball, il y a aussi une pause au bout de 2 sets. Ouais. Donc il y a le vestiaire pendant le match. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant le match ? C'est où ça marche pas et là il faut trouver les bons ajustements, il faut trouver les mots pour dire on était en train de faire ça, c'est pas ça qu'il faut faire ça, ou alors ça se passe bien et carrément dire on continue, ou alors on pense que en face ils vont faire ça. Donc c'est un réajustement. Alors cette pause elle est bien, mais en même temps elle est assez critiquable quand même. Moi, j'entends Loïc qui dit elle est nulle. Moi, j'aime pas trop non plus parce que je trouve que c'est une grosse coupure dans le match. C'est vraiment une grosse coupure. Et je pense pas qu'on ait besoin d'aussi longtemps pour donner des ajustements techniques et tactiques. Donc, moi, je suis pas pour. Je serais plutôt pour la supprimer. Juste une dernière question avant de te faire signer le maillot côté vestiaire. Est-ce que tu as une technique pour relâcher un petit peu la pression d'avant les grands matchs? J'aime bien le matin du match, je me fais une petite séance de muscu en général, et quand on est en déplacement, je vais faire un footing l'après-midi, parce que quand on est en déplacement, c'est tellement long que les jours de match donc j'essaye de m'épuiser un petit peu physiquement de telle sorte que j'arrive un peu plus relâché, parce que j'ai tendance à être un peu tendu. Comme ça après on est zen dans les vestiaires. On essaye en tout cas. Ok, écoute Arnaud, je te remercie. Je vais te faire signer le t-shirt côté vestiaire. Je te donne le marqueur. C'est de l'autre côté, si tu peux le signer. Ok. Côté du numéro 7. Voilà. Allez, je mets. Tu nous fais un roman là. C'est ça, voilà. Ok, super. Si tu peux le montrer à la caméra, Arnaud, s'il te plaît. Voilà. Ok, signé Arnaud Josserand. C'était un côté vestiaire Arnaud Josserand. Merci Arnaud. Merci à vous. Allez, ciao. Ciao. Alors Arnaud, cette cagnotte des vestiaires, Arnaud Josserand est sur ce plateau, c'est bien rempli, j'imagine, non depuis Non, c'est sérieux cette année, ouais, c'est sérieux. Et l'équipe, mais bon, tous les ans, c'est assez sérieux. Alors c'est vrai qu'en général, les retards, c'est des petits retards, mais bon, c'est pas très. Non, c'est sérieux. Les joueurs travaillent, et puis c'est surtout cette cagnotte, elle est instaurée pour pas qu'il y ait de retard, justement. Donc il faut pas, il faut bien comprendre ça, quoi. Alors comment est le groupe, Arnaud, là, après cette fin de saison délicate, on va dire? Est-ce que vous alliez rester en première division ou pas, enfin en Liga ou pas? Et toute cette incertitude, finalement vous êtes sauvé. Comment se sent le groupe? Non, le groupe est bien. En plus, on avait choisi cette année de reprendre très très tôt, le 16 août, donc ça nous faisait plus de 2 mois et demi de préparation. Parce qu'il y avait 5 nouveaux joueurs, 5 anciens. On avait dit il va nous falloir du temps pour fusionner un petit peu tout ça, etc. Les épisodes de l'été, les épisodes malheureux puis heureux, ont fait en sorte aussi de commencer à souder le groupe, j'allais dire presque à son insu. Même avant de commencer. Voilà, avant de commencer la saison. Donc on avait déjà une première victoire avant de commencer le premier match de championnat, donc ça c'était pas mal. Et puis logiquement on s'est retrouvés au 16 août, on a commencé la préparation et tout s'est enchaîné depuis, et ça s'est passé, ça se passe bien, les joueurs travaillent bien, il y a un groupe qui est très réactif, très responsable, donc là-dessus je suis vraiment très content. On s'est pas trompé du tout. J'ai aussi bien les jeunes joueurs que les joueurs expérimentés. Il y a une bonne fusion qui se fait. Ils sont tout de suite bien entendus. Et donc, c'est vraiment un groupe qui est très agréable, en tout cas, à entraîner.
Bon, très bien Arnaud, on va en parler après une petite pause de publicité. Énergie présente la star mondiale, Shakira. Pour une série de concerts inoubliables en France. Le 16 novembre à Lyon, le 26 novembre à Montpellier, le 5 décembre à Amnéville et le 6 décembre à Paris-Bercy. Location, point de vente habituel et énergie.fr. Vivez l'expérience Shakira sur scène avec Énergie. Chaque année, le manque d'eau entraîne la mort d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Parce que l'eau est nécessaire à la vie et parce que chaque vie est importante, l'UNICEF agit sur le terrain dans plus de 150 pays. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'eau pour tous les enfants du monde à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but, mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, moi, j'ai choisi d'être bénévole. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous? La cigarette. Après les cours. Après les examens. Avec le café. Avant le premier entretien d'embauche. Après 4 heures de train. Avant de lui poser les questions. Après qu'elle ait répondu oui. Après avoir appris que vous aviez plus qu'un simple rhume. Cancer, bronchite chronique, accident cardiovasculaire. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 39 89. Attention mesdames et messieurs, voici une bande-annonce. Retrouvez-nous donc. Mardi, on compte sur vous. Sur Opinion sur rue. À 18h30. Pas sur Opinion sur rue. Alors c'est Opinion dans la rue. Non, c'est Opinion sur rue, mais sur CETEL TV. Sur CETEL TV, bien sûr. Opinion sur rue. Dans Opinion sur rue. Mardi, à quelle heure? 18h30. Opinion sur rue. Et surtout, on compte sur vous. Hein. C'est mardi, donc, à 18h30. Dimanche matin, 2550 passionnés et surtout chevronnés de course à pied se sont levés donc pour participer à ce premier marathon de Montpellier, 42 km 195. Olivier Roiran, lui, a préféré les faire à moto. Regardez son reportage. Donc là, on est en train de faire un sas, c'est le dernier sas du marathon. Et après, il faut qu'on trouve une solution pour délimiter avec les relais. 8h30 ce dimanche matin, dernier préparatif sur la ligne de départ, sous les yeux des premiers concurrents. Devant la tente des dossards, c'est l'effervescence dans une ambiance très détendue. Mon objectif, c'est de le terminer et de solder une histoire d'amour qui me fait souffrir. Moi, d'habitude, je pars sur 3h30. Et là, je vais peut-être partir sur 4 heures parce que je ne me suis pas préparé. Et je suis venu par curiosité parce que j'ai vu que c'était la première année. 700 bénévoles sur la route, 200 personnes avec moi pour organiser ça depuis plusieurs jours. Et ce matin, depuis 2h du matin, mais avec un grand plaisir. Quand on voit le ciel et quand on voit qu'il y aura plus de 2500 coureurs. Et justement, il s'élance à 9h précises, 1700 coureurs pour le marathon, plus 800 pour les relais. C'est parti pour 42 km 195 de bonheur et de douleur. Devant, il y a les amateurs de roller avec en tête la marraine du marathon, Surya Bonali. Après 5 km, un groupe d'une douzaine d'hommes mène la danse. La première femme, Edwige Intran, n'est pas très loin. Au bord de la route, Pascal attend sa femme avec ses 3 enfants, mais elle est beaucoup plus loin au classement. On est venu sur plusieurs endroits et c'est l'avantage du parcours, le fait qu'on puisse circuler sur Montpellier et pouvoir venir les encourager à différents endroits. Ça, c'est bien. Grosse ambiance du côté des Arceaux alors qu'à 10 km, un nouveau ravitaillement attend les coureurs. C'est l'heure aussi du deuxième relais pour certaines équipes, comme les triathlètes de Montpellier. On est deuxième équipe relais masculin.
Donc on est plutôt bien placé, donc on va essayer de rattraper ceux de devant, quoi. À la mi-course, 2 hommes se détachent, ils passent les 30 et 35 km ensemble, mais à l'entrée d'Antigone, Sadek Bala est seul en tête et il se fera passer dans les 3 derniers kilomètres. Le vainqueur du premier marathon de Montpellier, chez les hommes, c'est lui, Marc Philippe, un coureur de Villeneuve-les-Maglones. Il passe la ligne après 2 heures, 35 minutes et 8 secondes de course. Le parcours est quand même bon, il y a quelques... C'est assez vallonné, il y avait un peu de vent. On est parti lentement et bon, j'ai géré ma course. Au 39e, je craque, je plie les jambes. Je manque un peu d'entraînement parce que j'ai à peu près 3 semaines, 1 mois d'entraînement. Et la première femme du marathon du début jusqu'à la fin, c'est la Lozérienne Edwige Gintran. Elle boucle les 42 km en 3 heures, 1 minute et 30 secondes. On peut pas dire que 3 heures sont exceptionnelles quand même, mais bon, c'est pas mal. Hein. C'est un marathon qui est bien vallonné. Il y a des bonnes côtes qui sont un peu difficiles psychologiquement, mais sinon un beau parcours, du temps idéal pour courir, donc c'était un bonheur de courir, quoi. Arnaud, on vous a pas vu sur le marathon? Non, j'ai un orteil cassé de toute manière, mais je suis pas sûr qu'avec un orteil valide, je serais allé quand même. Alors Arnaud, cette saison de volleyball commence enfin avec ce traditionnel tournoi de la Ligue. Une saison qui débute tard, notamment, parce qu'avec les championnats du monde qui viennent de se passer, avec la victoire du Brésil, un mot sur la prestation de l'équipe de France et surtout de l'épisode qui s'est passé entre l'entraîneur Philippe Blain et le jeune Erwin Ngapet dans les vestiaires, justement. Écoutez, moi, publiquement, je tiens à soutenir Philippe, parce que quand on a un joueur qui fait ce qu'apparemment a fait Erwin, déjà qui insulte son entraîneur... Bon, apparemment, il y a eu des mots. Il est rentré à un moment donné. Il a demandé à aller aux toilettes. Et puis ensuite, alors qu'il venait de rentrer, donc Philippe lui a dit tu peux pas y aller maintenant. T'as eu tout le temps avant, etc. Enfin, ça a commencé avec des petites choses. Et puis après, ça a un petit peu dégénéré apparemment dans les vestiaires. Moi, je suis pas au courant de tout. Donc quand on sait pas, il vaut mieux pas dire. Mais bon, apparemment, Erwin a insulté Philippe, ce qui n'est pas acceptable. Voilà, donc, et puis, derrière ça, il y a eu un certain nombre de choses, un comportement de Erwin avant le match des États-Unis qui n'était pas conforme à ce qu'on attend d'un athlète de haut niveau, quoi. Voilà, donc voilà, c'est normal. Je pense que c'est justifié. Et il faut que c'est un collectif. Vous savez, le volley, c'est très compliqué. Comme le rugby, les sports collectifs, on doit jouer en équipe et on peut pas jouer en équipe sur le terrain si en dehors il n'y a pas des règles qui sont clairement établies et que tous les joueurs suivent. Ça, c'est pas possible. Donc Philippe a eu totalement raison et moi je le soutiens à 100%. Donc Philippe, on va dire, a dit à Erwin Ngapet de repartir, de quitter la compétition et l'équipe de France a terminé à la 9e place. C'est dommage parce qu'en plus ils avaient fait un bon parcours au début. Malheureusement Antonin Rousier s'est blessé, il s'est fait une belle entorse. Antonin Rousier, l'attaquant de pointe de l'équipe de France. Voilà. Il s'est fait une belle entorse à la cheville qui a empêché de participer à la fin des championnats du monde. Et donc ça, je pense que c'est vrai, quand Antonin est en forme, c'est quand même un main pointu de classe mondiale. Ils ont eu un peu de mal à finir, mais ils avaient fait jusque-là un très beau parcours. Antonin Rousier qui jouait à Montpellier, la transition est toute trouvée pour parler de votre équipe, Arnaud. Cette préparation, alors elle s'est passée comment? Elle s'est bien passée, on a fait les 15 premiers jours, depuis le 16 août, les 15 premiers jours, on avait choisi, presque les 3 premières semaines même, de faire très très peu de volley et de faire une grosse préparation physique générale. Et donc ça a bien plu aux joueurs, tout le monde était très content. Et puis ensuite on a commencé à vraiment intensifier le travail volley, travail technique, et puis en continuant le travail physique. Et puis là,
bon, on arrive dans une bonne forme avant le tournoi de la Ligue. On a eu quelques petits pépins. Vincent Duhagon qui a eu un petit souci à l'épaule. Vincent Duhagon, donc nouvelle recrue. Hein. Nouvelle recrue. Ouais. Réceptionneur attaquant. Ouais, nouveau capitaine. Nouveau capitaine. De Toulouse. Donc j'ai eu mal à l'épaule pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, et puis là ça va beaucoup mieux. Greg Brachard, donc qui s'est fait une toute petite déchirure à la cuisse, mais bon, on le récupérera pour le début du championnat, c'est pas très grave. Et voilà, et on vient de récupérer donc notre pointu Andrej Judicek, qui était au championnat du monde avec la République tchèque, qui est capitaine. Alors pointu qui a joué Recep Attack pendant 3 saisons avec vous, et là maintenant, vu la belle fin de saison qu'il a fait à la Pointe l'an dernier, vous l'avez. Ouais, on a décidé de le garder en pointe. Bon, moi, c'est un pari quand même, parce que sur une année entière. Ouais, c'est un pari. En même temps, c'est pas très compliqué de le faire dans ce sens-là plutôt que de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire de passer de réceptionneur attaquant à pointu plutôt que de pointu à réceptionneur attaquant. Parce que, en gros, il a pratiquement qu'à se concentrer sur son attaque. Et ça, ce sera facile. En plus, il a déjà joué avec Loïc Lemarec, notre nouveau passeur. Deuxième grosse recrue de Montpellier. Ex-passeur de l'équipe de France qui vient de Tours avec toute son expérience. Champion de France. Donc, ils ont déjà joué ensemble avec moi à Cannes. Donc ils se connaissent bien, ils s'apprécient énormément. Donc je pense que les réglages vont être très très vite trouvés. Alors, votre recrutement, donc c'est Vincent Duhagon, c'est Loïc Lemarec, c'est Franck Lafitte au centre. Franck Lafitte au centre, qui vient de Toulouse aussi avec Vincent Duhagon. C'est un jeune qui fait 2,3 m, qui est très prometteur, qui a de grosses qualités physiques. Central, très travailleur. Et puis la dernière recrue, Guillaume Kesque. Réceptionneur attaquant. Ouais. Je pense ces 2 joueurs qui, à mon avis, sont promis à un avenir en bleu, je pense, si leur marge de progression est immense. Et c'est des gros travailleurs. Donc, on attend beaucoup de leur saison. Alors, le point noir, c'est que vous avez fait des matchs de préparation, mais que contre des équipes de Pro B. Pro B, donc c'est la fin de Ligue B, quoi, maintenant. C'est difficile de trouver un adversaire en Liga, en match amical. Non, mais pourquoi vous n'avez pas fait de match contre la Ragossette? Il faudrait leur demander. Non, mais si vous voulez, notre maintien en Ligue 1 est arrivé 31 juillet. Et donc, à cette époque-là, l'ensemble des clubs avaient déjà fait leur planification de matchs amicaux pour septembre et début octobre. Et donc, quand j'ai contacté les entraîneurs, ils m'ont dit, écoute, on peut plus, j'ai 12 matchs, etc. Donc, on a fait des matchs on a joué contre Toulouse quand même, qu'on a battu. On a joué contre Narbonne et Alès, qui sont plutôt du haut niveau de Pro B quand même. Ouais. Donc, c'était des matchs quand même intéressants. On a joué contre Martigues aussi, qui sera selon toute vraisemblance aussi dans le haut de tableau, et c'est des équipes qu'on a battues, donc voilà, je pense que le tournoi de la Ligue arrive à point nommé. Il nous faut de grosses oppositions pour savoir un petit peu où on en est et où on est. Donc votre première opposition, donc c'est Beauvais. L'objectif cohérent cette saison, Arnaud? Mais de toute manière, il faut qu'on arrive à faire les playoffs. On les a pas fait l'année dernière. On a fait une finale de Coupe de France qui a un peu racheté notre saison. Mais un club comme Montpellier, avec l'équipe qu'on a là, raisonnablement, il faut faire les playoffs. Après, en playoffs, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous l'avez vu il y a 2 ans, on finit 8e sur le dernier match. On bat les premiers de la saison régulière, Poitiers, qui avait fini avec 12 points d'avance sur le deuxième. Donc les playoffs, c'est vraiment c'est très très ouvert. Mais il faut qu'on reste dans les playoffs. Il faut qu'on se qualifie dans les playoffs. Et après, qu'on essaie de jouer crânement notre chance pour essayer d'accrocher quelque chose, un billet européen. Voilà. Alors le souci aussi, c'est que vous avez un effectif qui n'est pas très riche. C'est vrai. On n'a que 10 joueurs. En cas de pépin, de blessure, vous faites comment? On fait appel aux aspirants. On a 3 aspirants. Donc en fait, on a un collectif de 13. Et puis j'ai 1 ou 2 autres joueurs aussi qui jouent avec la Nationale 3, qui sont trop vieux pour être des aspirants, mais qui sont de bons joueurs. On en a un qui a 24 ans, qui est international algérien, Mehdi, donc qui vient s'entraîner aussi avec nous régulièrement. Qui est réceptionneur attaquant? Non, c'est un central. Donc justement, ça nous fait du bien, parce qu'en ce moment, Greg Brachard est blessé. Donc non, on arrive à composer. Et là, sur les 15 derniers jours, on a réussi à faire suffisamment de séances collectives pour réussir à peaufiner les derniers réglages. Alors l'intérêt de ce tournoi de la Ligue, Arnaud, c'est quoi? C'est d'abord... Parce qu'en fait, il faut expliquer, c'est toutes les équipes du championnat qui se rencontrent
Donc sur un week-end à Tours. À Tours. Donc à la base, c'était un tournoi qui était fait pour communiquer sur le volet national. Et je pense que c'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir un tournoi qui regroupe toutes les équipes françaises. Je pense qu'on pourrait faire évoluer ça. Comme le font par exemple les filles au basket, le tournoi de la Ligue sert de premier match de championnat. Alors c'est vrai que c'est ailleurs, on ne joue pas chez soi. Pour ceux qui vont jouer à l'extérieur, ils s'en fichent. Mais ceux qui devraient recevoir sur le premier match, c'est pas la même chose. Mais à mon avis, il faudrait que ce tournoi de la Ligue... Il faudrait qu'il y ait un enjeu quand même. Il faudrait qu'il évolue un tout petit peu. Ce qui est positif, c'est que vous voyez toutes les équipes. Là. Ouais, on voit toutes les équipes, on commence. Mais on peut télécharger tous les matchs. Donc maintenant, ça va très très vite, quoi. Le lendemain, moi j'ai tous les matchs de la veille si je veux. Donc c'est vrai que on sait relativement comment vont jouer nos adversaires du début de championnat. Très bien. Alors justement, les grosses cylindrées de ce championnat, Arnaud. Il y a Tours, toujours un gros collectif. 12-14 joueurs. Donc ça, c'est une grosse équipe. Poitiers qui va avoir une belle équipe encore cette année, ça c'est sûr. Beauvais va avoir une belle équipe malgré la blessure de Gaumont Cassias, le Canadien, qui reviendra probablement que en décembre. Cannes, à mon sens, un effectif plutôt en devenir sur 2 ans parce qu'ils ont 2 jeunes joueurs, l'Argentin qui était à Narbonne l'année dernière, Bengolea, et un Canadien, Kundy, qui va progresser, je pense, mais qui a de grosses qualités physiques, mais qui n'est pas encore, dans le 6 de base de l'équipe canadienne déjà. Donc Cannes va avoir une bonne équipe, et puis il va y avoir Rennes. Rennes va avoir une très bonne équipe aussi. Paris reste Paris, c'est une équipe qui finit toujours malgré la saison qu'ils ont fait l'année dernière, et je pense surtout à cause de cette saison-là, ils vont avoir à cœur de se racheter. Donc il y a beaucoup de très très bonnes équipes dans le championnat. Ça se nivelle tous les ans par le milieu haut. Donc, Ok, en tout cas on vous suivra, et puis également on suivra l'Arago de 7. Vous démarrez, vous disputez contre Nantes. Premier match le samedi 30 octobre au Palais des Sports. Pierre de Coubertin à Montpellier. Merci Arnaud. Quelques résultats en bref. En hockey sur glace, les Vipers de Montpellier, vous le voyez sur ce tableau, n'ont pas pu prendre leur revanche face à Reims. Reims qui les avait éliminés en play-off la saison dernière. Défaite d'1 5. En waterpolo, Montpellier remporte le derby et occupe la première place après 2 victoires. Ils ont gagné leur match face à 7. En rugby à 13, maintenant, les Diables Rouges de Montpellier remportent leur première victoire en Élite 1. Les promus ont battu le 13 catalan 26-20 à Sabaté. Bravo aux hommes de Fred Marceroux. Enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas su, Alexandre Kézerg, c'est du kitesurf, a battu le record du monde de vitesse en Namibie la semaine dernière. Il est le premier homme à franchir la barre mythique des 100 km/h à la voile. Voilà, cette émission est finie. Merci Arnaud. Bonne chance pour ce tournoi de la Ligue. Merci également à toute l'équipe technique. Ciao, ciao.